Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Mamadou Diop Decroix. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le secrétaire général d'Andé Diop PADS, député à l'Assemblée nationale et ancien ministre de la République du Sénégal. L'actualité, c'est la crise qui secoue nos universités, de Dakar à Saint-Louis, en passant par Bambey. Le constat reste le même. Nos universités sont en difficulté. Difficultés qui ont abouti à la mort d'un étudiant à Dakar jeudi dernier. Étudiant du nom de Bassirou Faye, tué, dit-on, par les forces de l'ordre. Alors, comment en est-on arrivé là, à votre avis? Je vous remercie Pierre. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau dans un contexte très particulier, il faut bien le dire. Profiter de l'occasion également pour saluer nos parents chrétiens qui viennent de célébrer l'Ascension. Pierre, la situation de notre pays est extrêmement grave. Le président Macky Sall a été placé à la tête de l'État le 3 avril 2012. Dans 2 mois, il aura bouclé la moitié de son mandat de 5 ans, comme il l'a promis. Et il avait promis à la jeunesse beaucoup d'emplois. Il avait promis une école rénovée. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Des larmes et du sang. Des larmes et du sang. Pourtant, ce n'est pas la volonté qui manque. À son arrivée, il a confié une commission de réforme, même de l'enseignement supérieur, au professeur Souleymane Bassirou Diagne. Laquelle commission qui a déposé ses conclusions sur la table du président. Et le président a promis même d'utiliser ces conclusions-là. Donc, on ne peut pas douter de la bonne volonté du président de la République. Et ces réformes ont produit ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les étudiants avaient très clairement dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette réforme. Ils n'ont pas été associés. Je crois que le recteur Sall, Abdou Salam Sall a dit l'essentiel. On ne peut pas faire une réforme par les muscles. On fait une réforme en discutant avec les acteurs. Le SAES lui-même n'est pas d'accord avec la réforme. Donc, le monde universitaire n'est pas d'accord. Je crois que la question de est-ce que la volonté existe ou pas, nous n'en sommes plus là. Nous sommes aujourd'hui à faire le constat que véritablement c'est l'échec. C'est l'échec total et c'est la débâcle. Quand vous voyez les policiers dans le campus universitaire, alors que on leur avait bien dit qu'il ne fallait pas faire entrer les policiers dans le campus. Ils se sont installés dans le campus croyant qu'ils pouvaient assurer la sécurité, qu'ils pouvaient sécuriser le secteur. Le ministre de l'Intérieur parlait du maintien de l'ordre. Maintenir l'ordre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le désordre. Je crois que ce régime a intérêt à réviser, à revoir sa copie, on va dire. Et vous, les hommes politiques de l'opposition surtout, vous semblez en rajouter une couche. On a entendu le ministre de l'Intérieur dire que juste après la mort de l'étudiant, certains étudiants ont été reçus par Idrissa Seck et même par Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière, vous qui politisez la crise à l'université? Alors, la crise à l'université, c'est 10 mois de bourse non payée ou c'est Abdoulaye Wade et Idrissa Seck? Je crois qu'il faut quand même éviter d'installer la confusion. Mais est-ce que le contexte était bien choisi pour recevoir les étudiants? Qu'est-ce que vous voulez? Après qu'il y ait des morts, des blessés, par centaines, m'a-t-on dit, et que l'opposition, des leaders de l'opposition, que les étudiants veulent voir, leur dire, ah non, 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 ne venez pas, parce qu'on va dire que c'est nous. Bon, ça c'est dépassé. Je crois que l'origine de cette crise, elle est connue. Les étudiants, ils ont besoin, vous leur avez donné des bourses. Leur avait attribué des bourses. Ils doivent manger, ils doivent se loger, ils doivent se vêtir. Vous ne leur payez pas leur bourse pendant 10 mois au moins. Ils protestent, ils exigent qu'on leur paye leur bourse. Vous leur envoyez la troupe qui tire sur eux à balles réelles, qui en tue et qui en blesse. Je pense que ce n'est pas nécessaire de prolonger cette
façon de voir. Les choses sont très claires, on sait avec précision où se situent les responsabilités. Oui. Et justement, à propos de responsabilité, quelle est la part de responsabilité de l'ancien président Abdoulaye Wade, lui qui avait attribué des bourses et même des aides à tous les étudiants, sachant que le budget du Sénégal ne pouvait pas tenir longtemps? Pourtant, il l'a fait pendant toute la période qu'il est resté aux affaires. On n'a jamais... C'est une patate chaude qu'il a transmise à Macky Sall. Mais écoute, est-ce qu'elle était chaude entre les mains de Wade? Elle est devenue chaude entre les mains de Macky Sall. Alors, il faut aller poser la question à Macky Sall de savoir pourquoi la patate que Wade avait très bien gérée est devenue très chaude entre ses mains, qu'il ne peut pas régler. Je crois que c'est un problème de vision, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, l'école sénégalaise a implosé. Ce n'est plus une question que l'on discute. Le système a atteint ses ultimes limites. Il faut en réinventer un nouveau. Et c'est ce que je ne cesse de dire depuis novembre 2013, quand j'ai présenté ma vision sur le Sénégal, comment il faut résoudre les problèmes de ce pays. L'école sénégalaise doit être réinventée. Cette réforme de l'enseignement supérieur, on ne peut pas réformer un ordre d'enseignement en laissant de côté les autres ordres d'enseignement. Quand vous voulez réformer l'école, vous réformez toute l'école en tant que telle. Du sommet à la base. Absolument. Alors, si vous ne le faites pas, vous avez des problèmes. Comment pouvez-vous réformer l'enseignement supérieur, que vous n'avez pas réformé le secondaire, le moyen secondaire, le primaire? Il faut réinventer l'école sénégalaise. C'est ce que je ne cesse de dire. Oui, aujourd'hui donc, on semble atteindre le point de non-retour. C'est quoi? Faut-il invalider l'année académique ou bien malgré tout la poursuivre? Ils se sont retrouvés aujourd'hui dans des difficultés. C'est un sac de nœuds, comme diraient les militaires. C'est pratiquement inextricable. Naturellement, dans des conditions comme ça, il aurait fallu déjà avoir cette vision de l'école sénégalaise que nous voulons et appeler à des discussions autour de ça, de façon que tous les acteurs puissent être partie prenante de ce que nous voulons faire. Cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on cherche à rattraper à retaper, à ressouder une bouteille cassée. Ce n'est pas facile. Oui, le SAES, le syndicat des enseignants du supérieur, exige la démission des ministres de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est vrai, ils sont quelque part, ils ont une part de responsabilité parce qu'en un instant T, ils se sont retrouvés l'un à l'intérieur, l'autre à l'enseignement supérieur, mais le fond du problème. Mais c'est celui qui doit être détenteur d'une vision pour régler les problèmes de l'école. C'est celui qui est élu. Demain, vous enlevez Marito, vous enlevez... Bon, je ne suis pas contre les revendications du SAES, hein. Je vais plus loin, je veux dire, parce que c'est vrai que quelque part, bon, il faut quand même que quelqu'un paye, quelque part. Mais celui qui doit véritablement payer, c'est Macky Sall. C'est Macky qui doit démissionner. Ah oui? C'est ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, tout à fait. Donc vous exigez la démission de Macky Sall. Ah oui, oui, oui. Soit il règle les problèmes pour lesquels il avait été élu à la tête de ce pays, ou bien, comme l'avait fait Julius Nyerere, au bout d'un certain temps, il a dit, mes chers compatriotes, véritablement, j'ai tout fait, j'ai essayé de vous sortir de la situation, je n'y suis pas arrivé, ben, je m'en vais. Mais la situation n'est pas aussi désespérée qu'on veut la faire croire. Hein? Bon, dans ce cas, très bien. Je crois que les Sénégalais qui nous écoutent aviseront. Ce que je sais au moment où je vous parle, Pierre-Edouard, c'est que nous sommes dans un hivernage extrêmement compliqué. Après avoir eu l'année dernière également un hivernage compliqué, il y a quelques mois, le gouvernement lui-même avait admis qu'il y avait une disette. Moi, j'avais parlé de famine. Ils ont été obligés de débloquer beaucoup d'argent pour acheter des vivres. Et qu'est-ce qu'on va avoir cet hivernage-ci? Déjà même des vivres de soudure que les populations puissent manger afin de pouvoir travailler. Ce n'est pas évident du tout.
le bétail est en train de mourir, n'est-ce pas, entre les mains des éleveurs. Je me demande d'ailleurs la Tabaski, qu'est-ce que ça va être. Et donc, ils nous avaient dit dans leur programme, Yoonu Yokkute avant, SNDS après, Sénégal émergent aujourd'hui, que l'agriculture était au cœur de leurs préoccupations. Comment pouvez-vous, dans un pays comme le Sénégal, avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire un pays développé, alors que vous n'êtes même pas capable de maîtriser l'eau? Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur le problème de l'agriculture, mais nous allons rester sur l'enseignement supérieur. Vous exigez aujourd'hui la démission de Macky Sall, très bien. Mais en 2001, un étudiant a été tué du nom de Balla Gaye et pourtant Wade n'avait pas démissionné. C'est quoi cette manière sélective maintenant de gérer la situation? Oui, je crois qu'il faut comparer les contextes. C'est après la mort de Balla Gaye que le président Wade a reçu tous les étudiants, a révisé totalement son approche de la situation de l'enseignement supérieur en octroyant des bourses et des aides à l'ensemble des étudiants sénégalais. Et ça, c'était des mesures phares qui montraient que le président Wade avait pris la mesure de la situation. Toujours est-il qu'il n'avait pas démissionné. Oui, mais justement, nous, on attend de Macky Sall, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que si Macky n'est pas capable de faire face à cette situation-là, mais il ne lui restera qu'à rendre le tablier. On attend qu'il vienne. J'ai appris qu'il est en vacances. Bon, voilà, on attend. Aujourd'hui, voilà, c'est quoi? Quelles sont les solutions, à votre avis, pour l'enseignement supérieur des universités du Sénégal? Non, pas l'enseignement supérieur, les universités, c'est l'école en entier. Il faut repenser l'école sénégalaise. Absolument qu'il faut repenser. Il faut repenser l'école sénégalaise. Il faut d'abord savoir qu'est-ce le pays dans lequel nous sommes, qui s'appelle le Sénégal, où est-ce que nous voulons l'amener. C'est un pays qui aujourd'hui est à la traîne, dans le cadre même des pays de l'UEMOA, les pays avec lesquels nous partageons la même monnaie de l'Afrique occidentale, ancienne française. Bien, nous sommes derniers dans ce que nous appelons les PIB, les revenus, les richesses qui sont créées chaque année par les différents pays. Si vous faites le calcul de la progression de ces richesses dans chaque pays, le ratio met le Sénégal derrière. Bien, nous avons une population rurale, on m'a dit maintenant d'à peu près 60%. Nous voulons avoir des taux de croissance qui permettent de doubler le produit intérieur brut et de faire que le pays atteigne l'émergence dans peut-être une génération. C'est ce que nous voulons. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Il faut que l'école qui produit des cadres, qui produit des connaissances, cette école soit adaptée à ce dont le pays a besoin au plan économique, au plan social, au plan culturel. Et ça nécessite effectivement de réformer l'école primaire. D'abord, de faire en sorte que tous les jeunes en âge d'aller à l'école puissent aller à l'école dans des conditions acceptables. Nous sommes un pays, je ne dis pas pauvre, aucun pays au monde n'est pauvre. Mais nous sommes un pays aux ressources limitées pour l'instant. Il faut en tenir compte. Mais résoudre cette question. Quel est le type d'enseignement, le contenu de l'enseignement primaire, les curricula, etc. et tout ça, il faut réinventer. Le système entre le primaire et le supérieur qu'on appelle secondaire, moyen secondaire, il faut le réinventer du point de vue de son contenu. Aujourd'hui, vous avez des bacheliers, on disait maîtrisards, aujourd'hui c'est des masters, etc. qui sont là, qui ne font rien, parce que l'économie ne peut pas les utiliser. Alors, l'enseignement supérieur, l'université elle-même, il faut la réinventer. L'université, quel est le problème aujourd'hui? C'est le problème des moyens que les étudiants doivent avoir pour étudier. Il faut réinventer tout ça. Cette agriculture, que devraient pouvoir faire les jeunes qui ont été à l'école,
que devraient pouvoir faire ces jeunes-là pour booster l'agriculture? Donc il faut adapter l'enseignement aux besoins pratiques. Bien entendu, le système de santé. Le système de santé. Mais tout est lié. Si le temps nous le permettait, je vous aurais... D'ailleurs, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est dans ce document que j'appelle la vision. Parce que le rôle des langues nationales à l'école, voilà, par exemple, nous apprenons en français. Ce n'est pas notre langue nationale. Je ne dis pas qu'il faut jeter le français par-dessus bord, ce n'est pas possible. C'est notre langue internationale, si on peut dire. Mais aujourd'hui, je pense que les langues nationales mériteraient plus que 1% du budget de l'éducation nationale. J'ai dit qu'il faut aller à 3% du budget global pour développer une économie des langues nationales. Il faut que vos radios, vos télévisions, la presse écrite puissent également utiliser les langues nationales, qu'on puisse avoir des maisons d'édition en langue nationale. Il faut que l'administration puisse utiliser les langues nationales. C'est ça qui fera que nous allons pouvoir booster véritablement notre économie, parce que les gens apprendront à mieux cultiver, à être plus efficaces, à accroître la rentabilité dans les variétés, etc. etc. Oui, peut-on avoir un enseignement de qualité dans une université qui abrite plus de 60 000 étudiants, par exemple? Mais c'est ça le problème, parce qu'on n'a pas voulu ou pu réinventer ce système-là. On doit pouvoir avoir 1 million d'étudiants. Mais pourquoi? D'ailleurs, le problème, le rapport des autorités politiques à l'école est un rapport très curieux. On considère l'école non pas comme une opportunité de développement, mais comme un boulet. Ah oui, comment ça? Ah ben oui, bien sûr. L'école est considérée comme... Soyez beaucoup plus clair. Mais écoutez, aujourd'hui, ce que le gouvernement est en train de poser comme acte à l'université, Dakar, Saint-Louis, Bambey, Thiès, etc., et vous croyez qu'ils considèrent ces universités-là comme des opportunités? Non, ce sont des boulets qu'ils traînent. Mais bon, ben, c'est l'école, ils sont obligés de faire quelque chose, mais c'est des boulets. Donc, il faut changer tout ça. Ça nous vient de l'époque coloniale. Nous n'avons pas eu peut-être la présence d'esprit ou le courage. Les pays qui avaient le même PIB, le même revenu par tête que nous, en 1960, au moment du départ des colons, l'Indonésie, la Malaisie, Thaïlande, etc., etc. Mais ces pays-là, aujourd'hui, ont des PIB qui dépassent 10 000 $. Mais à qui en imputez-vous la responsabilité? Aux différents gouvernements qui sont succédés? Bien entendu, bien entendu. Donc, je dis que, mais il faut à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on réinvente nos affaires. L'heure de s'arrêter. Cette économie, cette agriculture, elle nous vient de l'époque coloniale. Cette école nous vient de l'époque coloniale, etc., etc., etc. Donc, c'est une révolution profonde. Il nous faut une révolution. Profonde. Oui. Ouais. Donc maintenant, à votre avis, la situation est-elle désespérée ou bien il y a une lueur d'espoir? Non, jamais. On ne peut pas être désespéré. Un peuple ne peut pas être désespéré. Nous avons un peuple courageux. Le peuple sénégalais, c'est pas parce que je suis sénégalais, mais je pense que, objectivement, je peux le dire. Regardez l'Afrique. Regardez cette stabilité relative dans laquelle se trouve notre pays depuis 1960. Ce n'est pas seulement le fait de nos dirigeants successifs, c'est aussi l'ancrage structurel ferme de notre peuple à un certain nombre de valeurs. La stabilité, la paix sociale, la convivialité, la fraternité, la solidarité. C'est cela qui fonde un peu cette stabilité, un peu ce pourquoi, au fond, les gens nous admirent. Maintenant, ce n'est pas une fatalité, cette affaire. Si on y prend garde, nous risquons de perdre cela. Et si ça continue, qu'on massacre des jeunes, au lieu de leur donner du travail, on va le regretter. Oui. Aujourd'hui, pensez-vous que toute la lumière sera faite sur la mort de cet étudiant, Bassirou Faye? Je ne sais pas. Il y a eu des morts. On a torturé quelqu'un à mort à Kédougou.
il y a eu beaucoup de bavures depuis lors. Mais faut-il passer par perte et profit cette affaire, cet événement macabre? Il est clair que non. Comme vous l'avez fait avec Balla Gaye en 2009. Non, à Balla Gaye, le policier avait été identifié et envoyé en prison. Oui, mais après... Oui, il a été identifié et envoyé en prison. J'imagine que on va chercher l'auteur de cet acte. Mais enfin, ce n'est pas seulement celui qui est mort. Ceux qui sont blessés, celui qui a perdu les 2 doigts, ceux qui sont dans le coma, etc. Tout ça. Enfin, vous savez, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Je n'aimerais pas être à la place de Macky Sall aujourd'hui. Bouteille à moitié vide, à moitié pleine, vous dites quoi? Sur quelle question? Oui, sur l'école. Non, ce que j'ai dit est très clair. Il faut avoir le courage politique de refonder l'école. Oui. Ce que nous avons aujourd'hui, nous n'avons plus d'école. Nous avons un semblant d'école. On fait tourner l'affaire comme si il n'y a plus de substance. Voilà. Mamoudou Diop Decroix, nous allons progresser un peu. Cette semaine, on vous a vu signer une déclaration de la coalition CEA 2007 initiée par Idriss Seck. Alors, qu'est-ce qui explique le bien fondé d'un tel geste? Qu'est-ce que vous allez nous dire pour nous convaincre un peu de la pertinence de cette signature? Est-ce que là, on peut dire que là, vous vous êtes rapproché définitivement d'Idriss Seck? Non, je ne suis pas véritablement Pierre-Edouard. C'est-à-dire, ce sur quoi je travaille, moi, c'est sur le rapprochement de l'ensemble des forces politiques et sociales qui ont compris qu'il faut mettre un terme à ce que vit notre pays aujourd'hui. Idriss Seck est revenu dans l'opposition après avoir constaté que le régime de Macky Sall n'était pas en train de mener le Sénégal dans la bonne direction. J'ai salué cela en son temps et l'autre jour, Idriss Seck m'a appelé, il a proposé une déclaration. Je ne parle pas de CA 2017. La presse est allée très vite d'ailleurs en besogne en disant voilà, Mamoudou Diop Decroix soutient Idriss Seck pour 2017. Non, vous ne le soutenez pas. Non, on n'est pas dans cette dynamique ni dans cette logique. Nous sommes dans une dynamique. Idriss Seck a proposé que tous les présidents de conseils départementaux, les leaders politiques, les maires, etc., que tous ceux qui sont de l'opposition dans ces exécutifs-là, locaux, puissent se retrouver, se donner la main et se battre ensemble à l'intérieur de ces espaces. Ça me paraît important. Et nous, dans la coalition, le Front patriotique pour la défense de la République, dont je suis le coordonnateur, nous ne disons pas autre chose. Idrissa m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai un document que je voulais te soumettre pour signature. Il m'a lu ça au téléphone. Hein. Bien entendu, j'ai dit, mais c'est très bien, la concertation entre tous nos élus issus de l'opposition victorieuse des élections du 29 juin, la promotion des candidats issus de nos formations pour avoir le président de l'association des maires du Sénégal, pour avoir le président comment on appelle ça, des présidents de conseils départementaux, etc. Et voir ensemble aussi, parce que d'après les statistiques qu'il détient, moi je n'ai pas encore les statistiques définitives, les listes qui étaient opposées à celles du président Macky Sall ont obtenu 52%. Donc, si l'opposition se regroupe, se renforce et se bat de façon conséquente, avec esprit de suite, nous estimons qu'en 2017, mais nous aurons la victoire. Et moi, c'est à ça que je travaille. Vous savez, je pratique cet exercice depuis 1982. Je suis aujourd'hui un théoricien et un praticien des coalitions.
de l'opposition. Oui, justement, vous travaillez à beaucoup de choses, monsieur Decroix, parce que là, vous êtes avec Tahaou Askanwi, vous êtes avec le PDS qui est évidemment dans Tahaou Askanwi. Aujourd'hui également, vous êtes avec Idrissa Seck. Là, on a l'impression que d'un coup, vous êtes devenu le maître du grand écart, non? Il n'y a pas de grand écart. Idrissa Seck, il a proposé une déclaration, je l'ai signée, c'est pour... Mais quand vous signez quelque chose, vous liez à lui, forcément. Mais pourquoi vous ne me demandez pas pourquoi Idrissa Seck n'est pas lié à moi? Idrissa Seck est un leader politique. Je suis un leader politique. Il a un parti, j'ai un parti. Mais c'est lui qui a pris l'initiative de vous soumettre cette déclaration. Pourquoi vous ne me demandez pas si je ne vais pas être candidat moi-même à la présidentielle de 2017 au lieu de soutenir Idrissa Seck? Arrêtons ça. Ce dont il s'agit ici, aujourd'hui, c'est de travailler à tous ceux qui croient qu'il faut mettre un terme à ce régime, se retrouvent. Et non pas à chercher des poux dans la tête des uns et des autres. Moi, c'est à ça que je travaille. Je ne suis pas du tout dans ce que la presse a dit très vite. Comme quelqu'un a dit, je pense qu'il n'a pas tort aujourd'hui. Tous les chemins mènent à Rome. Bon, Idrissa est sur un chemin, je suis sur un chemin. Je pense qu'il faut qu'ensemble, nous allions à Rome. Pas seulement Idrissa Seck, mais Aminata Touré, apparemment, est sortie en tout cas... Vous voulez quoi? Vous voulez la récupérer? Elle n'est pas très contente. Moi, je serais satisfait de la voir dans une opposition active. J'ai vu que Malingay est en train, voilà, de... Donc vous êtes en train de récupérer les frustrés du régime de Macky? La néo-opposition. La néo-opposition. Nous sommes l'opposition du 25 mars. Moi, on a voté le 25 mars. Macky Sall a gagné. 26, 27 mars, j'ai fait une conférence de presse en disant je suis dans l'opposition ferme et résolue. Depuis lors, je garde ce cap-là. Maintenant, quand d'autres font les mêmes, tirent les mêmes conclusions que nous et se retrouvent dans l'opposition, mon devoir à moi, et je pense c'est aussi le devoir de tous les autres leaders de l'opposition, c'est de nous faire vous fédérez à quelqu'un, derrière quelqu'un? Hein? C'est quoi? Vous voulez vous fédérer derrière quelqu'un, non? Non, derrière des idées. C'est pas vraiment véritable. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un pour porter ces idées-là. Mais c'est quelqu'un-là, c'est l'expérience qui va les permettre de peut-être mettre en avant des gens. Mais nous, ce sur quoi nous devons travailler, ce n'est pas sur des hommes. C'est sur des idées et des valeurs. Pourquoi aujourd'hui on a ce problème-là? Parce que tout le monde s'était regroupé autour d'un seul point. Wade dégage. Oui, Wade est parti. Aujourd'hui également, c'est le tout sauf Macky qui se dessine. Non, je ne suis pas d'accord avec tout sauf Macky. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'estime, pour ma part, nous avons fait au niveau de la coalition, le Front patriotique pour la défense de la République, nous avons fait un manifeste. Nous allons faire demain, nous allons faire aujourd'hui à 17 h une conférence de presse pour présenter ce manifeste, pour présenter notre lecture aussi de la situation nationale et par conséquent, vous verrez que, bon, c'est aujourd'hui ce qu'il faut véritablement, c'est toutes ces étiquettes et tous ces épithètes-là, qu'on les enlève et qu'on travaille autour de quelque chose de très sérieux, de très consistant, de substantiel au sein de l'opposition pour que cette opposition-là d'abord se retrouve, mais également que les Sénégalais puissent considérer que cette opposition est crédible. Est-il vrai que Maître Abdoulaye Wade vous a demandé de vous méfier de Idrissa Seck parce que, selon la presse, il serait beaucoup plus futé que vous? Idrissa Seck, pourquoi vous croyez que moi je vais accepter que Idrissa Seck est plus futé que moi? Wade vous a-t-il dit de vous méfier de lui? Non, il ne l'a pas dit. Ok. Et comment il a apprécié quand il vous a vu signer on a discuté d'ailleurs même au PDS, y compris même à AJ. C'était pas très clair dans la tête de certains. Mais après les explications, les gens ont compris. Moi, vous savez, quand vous estimez être sur des positions justes, il ne faut pas
avoir peur des critiques. Si vous avez peur des critiques, c'est pour ça d'ailleurs que nos pays n'avancent pas. Voilà, bon, ben, on critique, ah, je laisse tomber, ah, je laisse tomber. Non, moi j'estime que ce régime-là, si tout le monde ne se retrouve pas autour de l'essentiel pour le faire partir, il va continuer à créer beaucoup de problèmes aux Sénégalais. Vous voulez le faire partir avant l'heure? Et moi, ma conviction est que j'ai un rôle à jouer dans ces efforts d'unification de l'opposition, et je joue cela. Je ne suis pas obligé de réussir, mais je suis obligé d'essayer. Et c'est ce sur quoi je me trouve. Et je ne ferai pas, je n'écouterai pas un certain nombre de colibés que j'entends. Bon, c'est un travail qui va être extrêmement difficile. Parce que le régime aussi travaille à ce que ça n'existe pas. Ok. En fait, ce qui intrigue ici, c'est que quand vous signez la déclaration, vous étiez à côté de Moubarak Lo, qui dit clairement que son ambition est de porter Idriss Seck à la tête de l'État. Mais c'est un droit. Voilà. Est-ce que cela n'enregistre pas à la confusion? Non, pourquoi? C'est son droit. Et Moubarak a le droit de dire qu'il soutient Idriss Seck pour 2017. Et pourtant, vous avez signé la même déclaration. Mais cette déclaration, c'est quoi? La déclaration, mais je voulais... La déclaration propose la concertation entre tous les élus pour avoir au niveau local la présidence des maires du Sénégal, la présidence des présidents de conseils départementaux. Et le texte dit tirer tous les enseignements de notre unité victorieuse à l'occasion des élections du 29 juin dernier et le cas échéant s'en inspirer pour les échéances futures. C'est ça que le texte dit. Il n'y a pas un endroit où on parle de... Comment ça s'appelle? Coalition, non, franchement, moi, véritablement, bon, vous me donnez l'occasion d'expliquer ça. Idriss Seck est dans l'opposition. Je pense que ce qu'il fait est bien. Je considère que nous sommes, nous, dans le Front patriotique pour la défense de la République, en train également de faire un bon travail. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire un bon travail. Je considère que tous ceux-là doivent se retrouver. Maintenant, ceci n'a rien à voir avec 2017, qui veut être président, qui ne veut pas être président, et c'est ça. Chacun pourra se présenter le moment venu. Mais si nous ne sommes pas ensemble, ils passeront entre nous pour garder leur pouvoir. Oui. Vous êtes le secrétaire général d'Andé PADS et en même temps coordonnateur de Tahaou Askanui. Du Front patriotique. Voilà. Et que quand vous signez la déclaration, vous engagez qui? Andé ou bien le Front? Non, j'engage ma propre personne. Parce que ça, c'est... Et non Andé Diop? Je vais dire que c'est une pétition. Moi, je suis d'accord pour que la concertation entre tous les élus issus de l'opposition sur la gouvernance locale et nos relations avec l'État central. Je suis d'accord sur ça, c'est ce qu'il faut. Mais c'est curieux de vous dire que vous engagez votre... Est-ce que c'est parce que c'est... Pardon, est-ce que c'est parce que c'est Idriss Seck qui le dit que je dois le réfuter? Demain, si je dis une chose juste, Idriss Seck va le réfuter. Et nous voulons être ensemble. Ce n'est pas cohérent. Donc, retenez que c'est un document intéressant. Il me l'a lu au téléphone. On ne s'est pas vu. Il me l'a lu au téléphone. Et là, vous vous engagez à signer, sans avoir l'avis de votre parti? Mais franchement, c'est quoi avoir l'avis de son parti? Nous avons des orientations. Oui, vous êtes... Le parti a des orientations. Je suis le secrétaire général du parti. Ça c'est parfaitement conforme aux orientations du parti et c'est parfaitement conforme aux orientations du Front patriotique. C'est tout. Quand vous avez dit tout à l'heure que vous engagez votre seule personne, hein, oui, par le parti. Parce que quand il m'a appelé au téléphone, j'ai dit je signe. Mais il est clair que le parti ne peut pas être contre ça. Parce que ça va dans le sens de ce que nous voulons. Quand j'ai lu ça ce matin, tout le monde a dit mais il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Je pense que vraiment, on peut peut-être parler d'autres Voilà, choses. nous allons progresser un peu pour parler de l'idée de référendum invoquée par le chef de l'État pour réduire son mandat. Vous, à quel niveau de lecture vous situez-vous? Vous êtes député, est-ce que vous voulez qu'on passe par voie parlementaire ou bien par référendum, sachant que ça c'est coûteux? Non, alors sur ça, je crois que le débat est mal engagé, véritablement. La question de passage du mandat du président de 7 ans à 5 ans. Mais c'est une question parmi 1000 autres questions qui regardent les institutions de ce pays, qu'il faut totalement réformer. Mais ça,
c'est Makhtar Mbow y a travaillé avec une équipe de gens très compétents qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont remis un rapport. Ce que nous avons dit, nous, c'est que le président Sall doit convoquer une concertation autour de ces conclusions. Il en sortira un certain nombre de convergences, un certain nombre de conclusions qui seront codifiées. Comment il s'appelle, la commission du président Makhtar Mbow là, a proposé un projet de constitution. Mais c'est une proposition qu'ils ont. Moi, mon avis est que les forces vives doivent discuter des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Et c'est toutes ces conclusions, plus la question du mandat, mais qui seront consignées, codifiées dans un projet de constitution qu'il faut soumettre au peuple sénégalais. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on prenne les choses par morceaux. Parce que là, le président veut extraire uniquement la question du mandat pour la soumettre en référendum. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est de l'arnaque. Ah oui. Oui, tout à fait. Il va arnaquer le peuple, Macky? Ah, s'il le fait. Je ne dis pas qu'il veut arnaquer. Mais s'il n'extrait que ça, ce sera de l'arnaque. Et s'il n'extrait que ça, pourquoi ne pas passer par voie parlementaire? Alors, donc, pour le reste, donc, moi je vous dis, si c'est ce qu'il fait, ça ne m'intéresse plus. Assemblée ou référendum, ça ne m'intéresse plus. Parce que moi, je ne suis pas intéressé par ce jeu, ce genre de jeu. Oui, concernant la réforme des institutions, il avait promis de décider après les locales. Vous, est-ce que vous l'attendiez sur ce terrain? Je m'attendais à ce qu'il ouvre des discussions autour des conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Et dire là-dedans, écoutez, au moment de discuter de ces conclusions, voilà, moi j'ai décidé donc de soumettre, de réduire le mandat, mettez ça dedans. Donc, les gens vont mettre ça dedans. Et on soumettra une constitution qui aura fait le bilan de 50 ans de fonctionnement d'une république qui s'appelle le Sénégal. Quels sont les problèmes? Ce pays-là est malade de ses institutions. C'est-à-dire la première maladie du Sénégal, ce sont ses institutions. Ah oui. Oui, bien entendu. Au Sénégal, vous n'avez pas d'institutions. Il n'y a pas de crise avérée d'institutions au Sénégal. Attention, voilà. C'est parce que le temps... Alors, il n'y a pas de crise jusqu'au moment où le pays sera à terre. Et quand le pays sera à terre, c'est en ce moment qu'on parlera de crise. Non, il y a une crise des institutions. C'est-à-dire que nous autres Africains, nous avons une façon de fonctionner qui est très bizarre. Quand le monsieur, vous le rencontrez dans la rue, ouais, il n'est pas malade, je l'ai rencontré hier. Voilà, ce matin, il est mort. Donc il n'était pas malade. Si, il était malade. Le pays est malade de ses institutions depuis 1962. Et vous fondez sur quoi pour le dire? Je le dis parce que l'Assemblée nationale n'est pas... Il n'y a pas un équilibre des institutions entre l'exécutif et le législatif et le judiciaire. Le pouvoir judiciaire, vous avez tous les problèmes que vous connaissez au niveau de ce pouvoir judiciaire. L'autre jour, je me suis laissé dire qu'à Saint-Louis, lorsqu'il s'est agi de décider du dossier de Podor, il y a eu 4 juges qui ont boycotté la décision. Quelques jours après, j'ai appris que le procureur lui-même, le président de la cour d'appel lui-même, était attrait devant je ne sais quoi pour des problèmes... Bon, ça, c'est des cas isolés. Est-ce suffisant pour parler de crise? C'est un cas isolé parce qu'on parle de Saint-Louis. Parce qu'on parle de Saint-Louis, vous dites que c'est un cas isolé. Non, il faut avoir le courage de reconnaître que ce pays est malade de ses institutions. À l'Assemblée nationale, est vassalisée par le pouvoir exécutif. Ça date de 1962, quand Mamadou Dia, qui était président du Conseil, et qui avait le pouvoir entre ses mains, parce que c'était un régime parlementaire, a été battu par Senghor et envoyé à Kédougou pendant 12 ans en prison. Senghor a pris les pouvoirs qu'il avait en tant que président de la République et les pouvoirs du président du Conseil. C'est depuis lors que l'institution président de la République
a phagocyté et cannibalisé l'ensemble des institutions Pourtant, dans ce pays. Regardez quand on parle ici au Sénégal, même la charrette là qui est tombée j'allais dire pas en panne parce que le cheval s'est cassé la patte, on va s'adresser au président de la République. Rien n'existe que le président de la République. Rien n'existe. Alors, il est la clé de voûte des institutions. Oui, parce que c'est la clé de voûte. D'ailleurs, cette institution n'est clé de voûte de rien, parce qu'il aurait fallu des institutions pour que vous soyez clé de voûte des institutions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, on est en train de se tromper. On est en train de nous leurrer, tout en sachant que nous nous leurrons. Alors, ces pays qui étaient au même niveau que nous en 60, on n'aperçoit même plus leur poussière. Ça ne nous fait même pas problème. On n'en parle même pas. Vous comprenez? Je crois que, franchement, moi, c'est ça mon inquiétude d'ailleurs. Vous savez, les étudiants qui sont morts par balle, qui sont blessés, qui sont dans les hôpitaux, c'est très grave. Les structures sanitaires qui manquent dans ce pays, celles qui existent qui n'ont pas de médicaments pour soigner, l'école qui est à terre, etc. Tout ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais la principale maladie, ce sont les institutions. Et on ne le sait pas. Alors donc, il faut réformer les institutions et je pense que ce n'est pas Macky Sall qui va le faire. Ah oui. Pourtant, il a été présenté comme étant le président des réformes. Hein? Ah bon? Ah bon? Le président qui annonce les réformes ou le président qui opère les réformes? À votre avis? Je crois qu'il y a une nuance. Mais j'attends. Il y a une commission nationale de réforme. Qui a déposé ses conclusions depuis bientôt un an maintenant. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que donc on a commencé à réformer? Vous savez, comme dit quelqu'un dans l'internet qui s'appelle Khémé, c'est un peu... c'est cette armée des 100 journalistes. On met dans la tête des Sénégalais que Macky Sall est le président des réformes. Qu'est-ce qu'il a réformé depuis qu'il est là? Comprenez? Et puis on va dire, voilà, c'est le président des réformes. Continuons à nous leurrer. On verra bien ce qu'il y a devant. Oui, pourtant, lui, concernant les conclusions de Mbow et compagnie, il avait dit que je prendrai tout ce que je jugerai bon. Donc il a la discrétion de prendre son temps, non? Voilà, d'accord, c'est bien, il n'a qu'à prendre son temps. Je pose une question. Bon, non, ce que j'ai à vous dire là-dessus, je l'ai déjà dit. J'attends qu'il nous parle de la réforme des institutions. Pour l'instant, il n'en parle pas. Nous attendons. Et nous allons parler du procès de Karim Wade qui va reprendre demain, lundi 18 août. Alors, je vous aperçois souvent à l'audience, au tribunal de Dakar. Quel est votre avis sur ce procès? Je suis contre les tribunaux d'exception. La CREI est un tribunal d'exception. La Cour de sûreté de l'État sous Senghor et sous Diouf était un tribunal d'exception. Cette Cour de sûreté de l'État m'a envoyé en prison pendant 8 mois. Elle a envoyé d'autres camarades en prison pour 2 ans, pour 1 an, etc., etc. Vous ne pouvez pas faire recours à ces décisions et c'est l'autorité politique qui donne les décisions. Je suis contre. Oui, mais légalement, rien ne l'interdit. Alors, cette légalité ne m'intéresse pas. Une légalité qui foule aux pieds les droits de l'homme, pour moi, elle ne m'intéresse pas. Il faut combattre cette légalité, il faut liquider cette légalité. Je suis contre la CREI, je ne reconnais pas la CREI. Toujours est-il que la CREI est là et elle va juger Karim Wade. Oui, c'est ça, c'est la dictature, c'est l'autocratie et les gens se battront pour mettre la CREI à terre. Moi, je suis dans ce combat et je le mènerai, comme je l'ai dit l'autre jour, jusqu'à la fin de mes jours ou jusqu'à ce que la CREI disparaisse. Ça, c'est la position de principe. Pour le reste, les avocats de la défense ont déjà gagné le procès. Avant même qu'il ne démarre, le procès est gagné. Soyez beaucoup plus Maintenant, clair. on attend le verdict de Macky Sall. C'est tout. Je n'en dirai pas plus. Comment ça, le procès est gagné? Pierre, la défense a déjà gagné le procès. Comment? Maintenant, on attend le verdict de Macky Sall. C'est le comment qui nous intéresse. Je n'en dirai pas plus.
Donc c'est Macky qui pilote ce procès du palais présidentiel, c'est ce que vous voulez dire? Et les juges qui sont là et qui président. Voilà, donc vous préférez opter pour le silence, on vous le concède. Alors, après Karim, il y a Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé qui, selon certaines informations, doit répondre à la gendarmerie demain, lundi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la vaste blague. C'est comme Karim Wade, c'est de la vaste blague. Moi, je suis en contact avec Abdoulaye Baldé. Un terrain de, je ne sais où, là, du côté de Cap Skirring, 4 millions, vous dites c'est 200 millions. Vous venez ici, vous prenez une... Non, franchement, je ne veux même pas parler de ça. C'est-à-dire que j'estime que Macky Sall est dans une dynamique. Moi, à sa place, je ne serais pas dans cette logique-là. Cette logique-là, elle n'est pas bien pour Macky Sall. Laquelle logique? La logique de s'attaquer à ses adversaires politiques. Mais l'obligation de rendre compte est un principe sacro-saint. C'est bien. En gestion. C'est bien. Il y a des structures pour ça, il y a des juridictions, il y a des organes pour ça. Il faut les envoyer là-bas. Moi, je suis pour la reddition des comptes. Je suis pour des sanctions contre des gens qui ont détourné les deniers publics. Mais quelle que soit la juridiction, l'essentiel ici, c'est de prouver l'origine licite de ces biens. Et le problème est réglé. Non. Si vous me prenez et que vous m'amenez là-bas, vous devez prouver. C'est vous qui devez prouver que je suis un voleur. Vous ne pouvez pas m'attraire devant une juridiction, dire que la Cour Eiffel de Paris, la Tour Eiffel de Paris m'appartient et que je n'ai qu'à prouver que la Tour Eiffel ne m'appartient pas. Non. Ça ne vous coûte rien de le prouver. Ah bon? Ok, c'est bien. Moi, évidemment, je soutiens Abdoulaye Baldé. Je considère que c'est le même registre que Karim Wade. Ce sera le même registre que d'autres, si on appelle d'autres. Mais pour moi, c'est rien. Hein? Franchement, vous savez, la prison pour un leader politique, on dit que dans une... Enfin, c'est ce que nous disions, nous, quand on nous amenait en prison à tout bout de champ, nous disions que dans une société injuste, la juste place des justes, c'est la prison. Comprenez? Donc, s'il croit qu'il démoralise ses adversaires en les envoyant en prison, non, il multiplie ses adversaires et il aguerrit ses adversaires. Il les trempe. Ce Karim Wade, moi, que j'ai vu au tribunal, n'est plus le Karim Wade que je connaissais avant. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce qui a changé en lui? Macky Sall lui a rendu un immense service. Un immense service. Karim Wade était diabolisé. Quand vous le rencontriez dans la rue, certains, beaucoup, ils avaient même tendance à peut-être prendre la voie. Mais aujourd'hui, voilà, il a une aura, il a beaucoup de choses. Il est dans le cœur des Sénégalais. C'est grâce à Macky Sall, je le lui ai dit, j'ai dit, toi, tu ne peux pas payer à Macky Sall la facture s'il te l'a envoyée. Alors, nous allons progresser un peu pour parler, ou bien même reparler du monde rural, avec le déficit pluviométrique constaté dans notre pays depuis le début de l'hivernage. Est-ce une situation qui vous inquiète? Bien sûr, c'est inquiétant. L'année dernière déjà, ça n'avait pas marché. Cette année aussi, c'est pas évident. Ce qui veut dire qu'il faut réinventer l'agriculture. Encore. Après l'enseignement, c'est autour de l'agriculture. Mais bien, il faut tout réinventer. La Chine a 1,3 milliard d'habitants. Elle s'est débrouillée pour nourrir sa population. Nous avons 13 millions, c'est-à-dire 100 fois moins. 100 fois moins. Et nous n'arrivons pas à nous nourrir. Mais est-ce que ça, c'est acceptable? Franchement, Pierre, entre nous, ce n'est pas acceptable. Nous avons ici 24 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables au Sénégal. J'ai dit dans le document que j'ai présenté qu'il faut faire en sorte que notre paysannerie cultive 10 mois au moins sur 12 au lieu de 4 mois sur 12. Vous ne pouvez pas avoir 60% de votre population qui ne travaille que 3 ou 4 mois dans l'année et dire que vous pouvez avoir le développement. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas rationnel. Donc,
il faut maîtriser l'agriculture. Il faut maîtriser l'eau. Vous ne pouvez pas dire, je veux une agriculture moderne qui règle les problèmes des Sénégalais, alors que vous ne faites rien pour maîtriser, Oui. pour maîtriser l'eau. C'est un peu curieux parce que l'agriculture a été placée au cœur des priorités de tous les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal. Oui. Et pourtant, elle peine à décoller. Oui. Comment faut-il l'expliquer? Mais c'est ça, il faut maîtriser l'eau. Je sais que le président Wade avait lancé sa Guana. Quand, évidemment, en 2008, avec la crise mondiale des denrées de base, Wade a été obligé de découvrir une solution. Il a lancé la Guana. C'était ambitieux, c'était très, très bien. Mais il fallait effectivement faire suivre la problématique de la maîtrise de l'eau. Il pleut beaucoup plus, m'a-t-on dit, au Sénégal qu'au Maroc. Mais le Maroc a pratiquement maîtrisé l'eau. En Chine, les gens, ils se débrouillent. Tout ce qui tombe comme eau du ciel, ils le récupèrent. Alors, nous ici, on ne fait pas ça. Moi, là où j'habite, quand j'étais jeune, dans mon village, on pêchait le poisson. Il y avait, on va dire, une rivière. Cette rivière venait de Cagnes. Et aujourd'hui, c'est bloqué à Thiès. Je compte d'ailleurs aller à une réunion où je suis convoqué le 26 pour en parler. Ça doit être peut-être quelques centaines de millions de mètres cubes que les villages tout le long pourraient se partager, ce qui leur permettrait de cultiver toute l'année. Il faut aller vers ça. Les discours là, on en a produit beaucoup, les documents sont très bons. Il faut passer à la pratique. Aujourd'hui, la situation est on ne peut plus difficile dans le monde rural. Faut-il anticiper sur une éventuelle période de soudure? Ah oui, bien entendu. Je pense que le gouvernement, il est payé pour ça. On va devant de grosses difficultés, aussi bien pour le bétail que pour les humains. Ça, c'est le devoir d'un gouvernement d'avoir une approche anticipative sur ces questions. Nous verrons. Oui, globalement, vous, comment jugez-vous la situation socio-économique du pays? Elle n'est pas bonne, naturellement. Avec un Premier ministre qui nous appelle, qui nous invite au travail. C'est bien. Mohamed Dionne, je le connais. Il a des compétences. Il a, je pense, aussi la rigueur, le sérieux. Mais est-ce que ça va aller? C'est pas évident. On nous a fourgué 40 ministres. Pour quelqu'un qui disait 26. Donc, ça ne va pas. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. On a parlé de l'école, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de santé, on n'en a pas parlé. Je prie pour que Ebola, évidemment... Oui, oui, justement, c'était la question qui devait suivre. Je prie pour que Ebola n'arrive pas. Nous avons évoqué les libertés démocratiques. Je crois que sous peu, d'ailleurs, Macky va devoir encore aménager peut-être des prisons. Parce que là, on n'acceptera plus ces histoires de réunions publiques qu'on interdit à droite et à gauche. Nous irons faire nos manifestations. Oui, Ah, contre oui. vents et marées. Hein? Contre vents et marées. Contre vents et marées, parce que ce sont nos droits démocratiques. Maintenant, évidemment, il a l'État. L'État, c'est la force. C'est l'armée, la gendarmerie, la police. Il peut mettre tout le monde en prison, enfin tout le monde. Avant de mettre tout le monde en prison, je crois que évidemment la situation aura changé. Mais les restrictions démocratiques, nous en avons parlé, mais nous n'avons pas eu le temps de parler de beaucoup d'autres choses. On ne peut pas parler de tous les problèmes du pays. Une journée n'y suffirait pas. Mais enfin, les Sénégalais vivent cela. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur fasse un dessin là-dessus. Oui, le très tempéré Mamour Diop Decroix devient agité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il explique? Parce que je ne suis pas content, franchement. Moi, je suis quelqu'un qui souhaite vraiment de paisible. J'aime la sérénité, vraiment. C'est ma nature. Une sérénité que vous semblez perdre. Sérénité, optimisme, c'est ma nature. Mais
aujourd'hui, la situation du pays est très grave. Elle aurait pu être grave sans véritablement que moi je sois dans cette situation, si je comprenais, si je voyais que le régime que nous avons a compris également la gravité de cette situation et qu'il manifeste la volonté véritablement de prendre en charge cette situation. Il est clair que si j'avais perçu ça... C'est quoi? Il a abdiqué, le gouvernement? Est-ce qu'il est même là? Est-ce qu'il est même là? Vous ne le sentez pas? Le gouvernement? Oui. Est-ce qu'il est là? Je pense que je ne parle pas de cette présence meurtrière à l'université. Voilà, merci Mamadou Diop Decroix. Vous êtes le secrétaire général d'Andidjef PADS, député à l'Assemblée nationale et ancien ministre de la République. Merci d'être venu sur ce plateau d'opinion. Merci infiniment. Merci beaucoup, Pierre. Bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Just